Qui qua, eccolo dentro. Sono i fare fotografie. Anni fotografa. Chi è lei? Scusate tanto, chi ti autorizza a venire qua? Fuori da te. Fuori da te, mi spiace. Fuori, fuori. Qui è un ospedale, è un reparto, ci sono ammalati, vergognati. Fuori da te. Su. Via. Non c'è autorizzazione per entrare. Ma chi ti autorizza a questa gente? Vieni in giro. Ma va un po'. Cioè, ci sono ammalati. Ma che siamo diventati? Ma non siete vergognati. Non sapete che sono ospedale. Fuori. Fuori da te. Ma vergognatevi, fate il favore. Bonsoir. On m'a demandé de faire un film pour les rencontres photographiques d'Arles et j'ai accepté de me mettre dans un studio avec des techniciens et de me filmer avec 2 projecteurs, un pour la photo, un pour le cinéma. Je vais essayer de tenter de vous montrer des photos que j'ai faites depuis 1957 jusqu'à 1977. Je suis né à Villefranche-sur-Saône, dans une ferme, en 1942, le 6 juillet. Mes parents étaient cultivateurs, et voici l'entrée de la ferme. C'est une très vieille ferme, elle date du XIVe siècle. Ici, ce sont les armes qui ont été cassées, d'ailleurs, à la Révolution. Ceci est la cour de la ferme. Ici, c'est ma chambre, la chambre de mes parents. J'y ai passé toute mon enfance. Et c'est là que j'ai fait mes premières photos. Mes parents avaient une petite exploitation au bord de la Saône. Ceci est la photo de mariage de mes parents, en 1928. Je ne reconnais pas grand monde. J'ai connu seulement mon grand-père maternel. Ma grand-mère, je ne l'ai pas connue. Mes grands-parents, j'étais trop petit. Et les autres personnes, je ne connais pas non plus. J'ai un frère qui est plus âgé que moi. Je devais avoir 10-12 ans, j'ai commencé à installer un labo dans le grenier. Ça, c'est Pernod, un de mes premiers sujets. J'avais les chats aussi. Des canards. Mes parents avaient des génisses et des vaches au bord de la Saône. Ça, c'est Borgard, un petit village qui est à côté de Villefranche.
Ça, c'est l'appareil de mon frère, à lumière. Ça doit être mon premier instantané. Ça, ce sont mes parents, avec le premier tracteur. Mon père en train de faucher. Ma mère donnant aux poules. Ils ont toujours été très gentils avec moi. J'avais des cousins qui venaient me voir. Ça, c'est un ouvrier agricole, le Sylvestre. Un Polonais. Je l'aimais bien. Ici, maintenant, c'est l'autoroute et des supermarchés. Tous ces terrains ont été expropriés. Un jour, je sais pas, à 12-13 ans, j'ai acheté un flash. C'était la mode. J'ai commencé à faire ma chambre. Ça, c'est le grenier. J'étais très sauvage à cette époque-là. J'aimais bien rester dans les greniers. J'aimais pas voir beaucoup de gens. Il y avait 2 ouvriers agricoles. Mon cousin. Un jour, j'ai décidé d'acheter une chambre. Une chambre en bois. Je sais pas pourquoi. J'ai fait les voisins. Des ouvriers agricoles. Des petites voisines. Et j'avais installé un studio dans le grenier. Ça, c'est la photo de Brigitte Bardot. Elle est brune. Elle était brune. Il y a très longtemps. Je crois que j'avais 12 ans par là. Cette photo me fait sourire. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et ce qui m'amuse, c'est l'imperméable. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je sais pas. J'avais envie d'être photographe. Ou chasseur d'images. Cette carte date de 1957. Et une autre chose aussi, c'est que j'avais envie de faire de cinéma. Ceci est ma première... pour mes premiers essais. Ce qui est intéressant, c'est que déjà j'essayais de faire des plans séquences
Mais c'était difficile pour moi d'être cinéaste. Je n'avais que mon certificat d'études. Et toute la famille et les voisins disaient qu'il fallait beaucoup d'instruction. Ça s'est arrêté à des essais. À 14 ans, j'ai reçu mon certificat d'études. Je crois que mes parents auraient été très tristes si je ne l'avais pas eu. Ça, c'est la sous-préfecture de Villefranche. Ça, c'est Villefranche, la rue principale. Mes parents voyaient bien que j'allais pas prendre la relève et que j'étais trop absorbé par la photographie. C'est mon frère. Je crois que c'est une des premières photos commandées. Il est parti au service militaire. Je crois que c'était pour 28 mois à l'époque, au Maroc. Il apprenait bien à l'école. Il était toujours en pension. Il était toujours le premier. Puis ensuite, ça a été ses copains que j'ai fait en photo. Les commandes aussi. Ensuite, les enfants des voisins. Ça, c'est la fête des conscrits. C'est mon frère avec ma mère. Et un copain à mon frère. C'est une fête traditionnelle à Villefranche-sur-Saône. Une fois par an, tous les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans défilent dans la rue. Ces photos, je les croyais disparues. Je les ai retrouvées récemment. Mes parents avaient tout jeté. Ils avaient l'habitude de tout vider les greniers. J'aime bien maintenant de voir ce café du cinéma, les gens en haut là, le casino. À 15 ans, mon père, voyant que je ne pouvais pas prendre la succession, mon frère était à l'école ou au service militaire, il est parti un lundi matin, jour de marché. Il a été au l'opticien de Villefranche-sur-Saône, M. Briol. Il lui a demandé s'il ne voulait pas prendre un apprenti. Et je me suis retrouvé apprenti dans cette boutique de photo-opticien à Villefranche-sur-Saône, rue Victor Hugo, à faire tout sauf de la photo. À vendre des appareils, à couper les photos pour les amateurs. Mais au bout de quelques mois, je suis revenu à la ferme. J'avais envie d'être reporter photographe. J'ai demandé à mes parents de m'acheter un vieux Rolleiflex. Et là, une chose extraordinaire, j'ai rencontré une personne, en écrivant, à Paris. Une personne qui allait être déterminante pour moi. Foucheran, Louis Foucheran, carte journaliste numéro 600, qui est une des seules personnes qui m'a répondu. Je suis monté à Paris, j'avais donc 15 ans et demi. J'ai apporté des photos, les seules photos que j'avais, des photos des canards, des chiens. Et puis, il m'a demandé qu'est-ce que faisaient mes parents. J'étais à l'époque très complexé. J'ai dit, en rougissant, cultivateur. Parce que déjà à l'école, on se moquait de moi. J'étais le seul cultivateur, fils de cultivateur qui allait à l'école à Villefranche. Il m'a engagé à 350 francs par mois. Il m'a dit qu'il allait me loger derrière le labo.
Et c'est ainsi que le 1er octobre 1958, je suis monté à Paris. Donc, je me suis retrouvé au 42 rue Saint-Louis-en-Lille, dans une boutique. D'ailleurs, c'est une journée mémorable. J'avais assisté Louis Foucheran dans un reportage à une première de Yves Montand au théâtre de l'Empire. Il m'avait confié tous ses appareils. Il y avait beaucoup de vedettes. Je me souviens de Sophia Loren. Et je crois que j'étais un petit peu ébloui par tout ça. Tous les appareils m'ont été volés. Je crois que ce soir-là, Louis Foucheran aurait pu me renvoyer par le premier train le lendemain matin à Villefranche-sur-Saône. Il ne l'a pas fait. C'est peut-être mon premier rendez-vous avec la chance. Je suis resté 1 an à Paris à faire un peu tous les travaux, à l'assister. J'avais ce vieux Rolleiflex et je faisais quelques photos dans Paris. J'ai retrouvé cette carte postale quand j'ai envoyé à mes parents, où pour les rassurer, je leur donnais des indications de la gare de Lyon, de l'île Saint-Louis, où j'habitais, de l'île de la Cité, de mon restaurant, où j'allais manger. Au début 1959, comme il est de tradition, je ne sais plus pourquoi, pour la première communion, ou une chose comme ça, mes parents m'avaient acheté une Génisse. J'ai demandé à ce que cette Génisse soit vendue, afin de pouvoir m'acheter un scooter. Et je me souviens très bien de ce scooter Rumi, pour pouvoir mieux circuler et pour pouvoir faire des reportages. Car il faut dire que Louis Foucheran, au bout de 6 mois, s'est associé avec une agence, l'agence Dalmas, et que moi je me suis retrouvé, en fait, sans patron. Il n'y avait qu'une solution, c'est que je sois pigiste, que je lise les journaux, et que j'aille faire des photos et les vendre aux journaux. J'ai donc commencé à faire des photos, des Miss, car je n'avais pas de carte de presse. Je crois que je faisais tout ce que je pouvais faire, qui me semblait intéressant, le salon du camping. Je faisais le salon agricole. Je m'introduisais dans des cérémonies officielles, des petites cérémonies. Les photographes de l'agence Dalmas étaient des grands reporters, mais ne voulaient pas faire ces petites choses. Et avec mon Rumi, je tournais dans Paris, et je savais qu'une chose, c'est qu'il ne fallait pas que je sois laborantin, car j'y serais resté trop longtemps, et c'était mauvais pour moi. Il fallait absolument que je fasse des photos, que j'apprenne à faire des photos. Et j'arrivais pas à en vivre. Ces photos ne paraissaient pas. Et je travaillais le samedi dimanche pour la revue Miroir Sprint. Ils payaient 2000 francs la photo. Il fallait souvent qu'il y ait un but. Et je faisais 2-3 matchs dans le dimanche. Des petits matchs en banlieue. Mes parents croyaient toujours que j'avais un patron, que j'étais salarié. Il fallait que je leur cache la vérité.
Nous sommes toujours en 1959. Philippe Halsmann a fait poser pour Life beaucoup de grandes vedettes. Cela me donne l'idée d'en faire la même chose à Paris. De ma propre initiative, je téléphone aux vedettes. Une des premières à me répondre oui est Bourvil. C'est le seul aussi qui triche. Il saute depuis le radiateur pour sauter plus haut. Françoise Arnoul, Georges Guettari, Lynn Renaud, Philippe Clay, Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Zapata, Marc Posadon. Seul Gabriello n'arrive pas à sauter. J'ai alors le droit à ma première parution, le 27 décembre 1959. Je suis toujours pigiste à l'agence Dalmas. En mars 1960, arrive le président Khrouchtchev. Ce qui m'amuse de voir cette photo maintenant, c'est que bien sûr, je n'avais pas de laisser-passer et je suis parmi la foule. Je suis toujours avec mon relais flex et Khrouchtchev et De Gaulle sont là. Cette photo est ratée. La suivante, il est déjà passé. Elle est floue en plus. Le jour de l'Ascension 1960, toujours de ma propre initiative, j'avais lu quelque part que Jacques Charrier, pour pas faire son service militaire, avait été interné ou hospitalisé dans une maison de santé à Meudon. J'attendais depuis une heure quand Brigitte Bardot est arrivée. C'est alors ma première parution dans Paris Match. En juin 1960, Louis Dalmas, directeur de l'agence Dalmas, me demande si je veux partir au Sahara au mois d'août pour faire une expédition. Nous descendons en voiture, nous passons par Villefranche-sur-Saône. Le temps de dire bonjour à mes parents. Puis c'est Alger. Et la guerre d'Algérie. C'est mon premier voyage en Afrique. Encore cette carte postale que j'envoie à mes parents. Je lis que j'apprends beaucoup de choses intéressantes. J'écris aussi, bien sûr, que nous sommes escortés par des militaires. J'ai 18 ans alors. Nous commençons à pénétrer dans le Sahara. Et là va se produire pour la première fois ma rencontre avec le désert.
est surprenant qu'il existe encore un peuple Toubou. Logiquement, il aurait dû être balayé ou anéanti. Les Toubous ont été souvent battus, pillés ou rasiés. Cependant, ils n'ont jamais été ni détruits ni soumis d'une façon définitive. Les Toubous vivent dans un milieu où l'individu rachète une liberté extrême par un isolement presque complet. Au retour de SOS Sahara, je suis donc salarié. Mes négatifs ne m'appartiennent pas. Je suis comme un employé. J'avais acheté un Leica pour faire SOS Sahara, mais à mon retour, il est dérobé dans mon placard à l'agence Dalmas. Je suis très triste et je suis obligé de reprendre mon vieux Rolleiflex. D'ailleurs, je m'aperçois sur cette photo que j'avais toujours des problèmes de synchronisation. Un imperméable, une cravate. C'était nécessaire à l'époque. Je faisais partie d'une équipe de photographes qui avait travaillé dans des journaux comme Samedi Soir, France Dimanche. C'était une génération totalement différente de celle de maintenant. Moi, pendant ce temps, je faisais des arrivées de vedettes, toujours avec mon vieux Rolleiflex. Ici, Glenn Ford, John Wayne. La première de À bout de souffle, avec Gene Seberg et Jean-Luc Godard. Marlon Brando, Le passage à Paris, Au cœur s'en bat. C'était très difficile de faire des photos de lui. Je me souviens d'en avoir fait une et d'être parti en vitesse. Puis un jour de décembre 1960, on me demanda de faire une photo des 10 starlets de l'année. Quand je regarde cette photo maintenant, seules 2 d'entre elles sont très célèbres et connues. Il y a ici Catherine Deneuve, qui a 15 ans. Ici Mireille d'Arc, qui a 20 ans. Ici Daniel Gaubert, Catherine Spack, Joël Latour, Dalia Lavie, Gisèle Sandré, et je ne sais plus laquelle, l'autre. J'avais très peu accès au général de Gaulle. J'étais tout jeune photographe, je venais d'avoir ma carte de presse, les autres photographes prenaient tout. C'est eux qui partaient en Algérie. Moi, il ne me restait que les conseils des ministres ou les visites officielles. Là, je ne sais pas de qui. Debré était Premier ministre. Je crois que là, c'est Ben Gourion. Ici, Roger Perfit, posant pour moi dans son bureau. Puis l'hiver 60-61, on m'a demandé de chercher Brigitte Bardot dans la montagne au sport d'hiver. Je me suis caché dans une grange. J'y ai fait un trou, comme un horrible paparazzi. Et sans qu'elle le voie, j'ai fait d'elle des photos d'elle avec Vadim. Naturellement, les photos ont paru de partout. Ici, c'est la salle de rédaction de l'agence Dalmas. Ici, c'est Ross Melcher, le rédacteur en chef, et ici Claude Hautsamberger. Nous lisions les journaux, mais théoriquement, c'était eux, les rédacteurs en chef, qui nous envoyaient sur les histoires. Nous n'avions pas à choisir. Nous étions salariés, il fallait obéir. Il y avait un tableau
ici comme à l'école. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, donc moi j'étais à Paris, Philippe Letellier était à l'Alaitier à Alger, Kindal était à Stockholm. Letellier a été tué dans un accident de voiture en Turquie. Kindal est reparti en Turquie, en Suède. François-Raoul Duval était à Cannes. Maintenant, il est cinéaste. Ces photographes ont disparu. Lui, Manuel Bidermanas, est chef du service photo du journal Le Point. Dejean s'est suicidé. Les autres ont disparu. Seul Angéli, qui est ici sur cette photo, et qui était mon ami, est maintenant un des plus grands photographes dans le genre un peu paparazzi. Le matin, nous arrivions et nous regardions nos noms où il fallait partir. À côté, ici, il y a une carte du monde et une carte de l'Europe. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui était ministre des Finances en 1961. Il y avait toujours Debré, Premier ministre. Celui-là, c'est un nouveau, je pense que c'est un nouveau. Hein? C'est un nouveau? Ouais, je crois. Je l'ai jamais vu. Ouais, c'est justement, je crois. Comment il s'appelle, lui? C'est un nouveau, ça? C'est un nouveau, ouais. C'est le nouveau, là, comment il s'appelle En mars 1962, je suis appelé à faire mon service militaire. J'avais même pas 20 ans. On m'apprend à tirer. Mais par chance, l'agence Dalmas insista auprès du ministère des Armées pour me faire rentrer comme photographe au journal Bled 5-5, qui était alors le journal et qui est toujours le journal des forces armées. Je suis donc muté à Paris et je travaille comme photographe pour les armées. Je n'arrête pas. Je pars à la mer, à la montagne, dans des avions. Je ne suis pas payé. Je fais des manœuvres, Valmy, Linois, Dassas. Je monte dans des avions à réaction. Je fais même des photos d'une amie à moi, Yvette, dans le journal des forces armées. Je donne des conseils, bons, mauvais. La caméra, j'ai envie d'en faire encore, de nouveau. J'avance, je marche. Le résultat n'est pas toujours très bon, mais je cherche les plans séquences. Chose qui allait être très important pour moi plus tard. J'avais lu dans les cahiers du cinéma que Leacock avait dit que les photographes étaient les meilleurs caméramens, car ils n'étaient pas préoccupés par la beauté de leurs panneaux ni de leur travelling.
Ici, c'est Yvette, une amie à moi. En automne 1963, je suis parti au Venezuela comme caméraman. C'était mon premier film. Un film pour la télévision, un reportage sur les événements du Venezuela. Tourné avec une Arriflex, à l'époque avec un fil synchrone entre le preneur de son et le caméraman. C'est mon premier film de reportage. Caracas, c'est la succursale du ciel, dit un vieux dicton. Mais cette opulence n'est que superficielle, car ce pays immensément riche, où l'essence ne coûte que 10 centimes le litre, est un pays riche, peuplé de gens pauvres. De temps en temps, les armes remplacent les meetings et cela fait 19 morts et 84 blessés en une seule journée. À la suite de cette expérience au Venezuela, je suis déçu par la télévision. Je n'y vois pas de grande différence avec la presse. Peut-être je ne suis pas fait pour le travail en groupe. Je préfère retourner à l'agence d'Almas. À faire des grands voyages. Ici, la reine Elisabeth avec le Négus. Les voyages duraient très longtemps. Quand on partait, quelquefois, on revenait au bout de 6 mois. D'un endroit, ils vous en renvoyaient un autre. J'étais toujours salarié. J'avais été un peu augmenté. Je ne vivais que sur les notes de frais. Et il fallait toujours voyager, voyager, voyager. Et c'est là que j'ai découvert Saïgon. J'y suis resté plusieurs mois. Saïgon, une ville très agréable. J'y découvrais un colonialisme, avec toute son architecture. Ces gens qui parlaient français, toute une civilisation. J'aurais pu rester des mois et des mois si on ne m'avait pas rappelé. C'était le début des manifestations, les premières manifestations des photographes, les premières grèves. Grève contre la télévision, grève contre les rédacteurs en chef. En 1965, il y a eu des grèves à l'agence d'Almas. Les photographes s'étaient subitement arrêtés de travailler. Mais c'était l'éternel chantage. Le chantage à d'autres photographes plus jeunes qui voulaient travailler, car il n'y a toujours pas d'école ou d'autre façon que de travailler sur le terrain. Alors c'était
le retour aux petites choses parisiennes, Tour de France, Conseil des ministres, inauguration de plaques, la catastrophe de Feyzin, près de Lyon. Ça allait être un jour important puisque j'allais y rencontrer pour la première fois Gilles Caron. Tout de suite, j'ai vu que c'était un photographe formidable. Et quand, en 1966, Hubert Enroth m'a demandé si je voulais me joindre à fonder une agence avec lui, j'ai tout de suite pensé à Gilles Caron. J'ai dit qu'il fallait absolument engager et s'associer avec lui. Ça allait être une date importante, cette fondation de l'agence Gamma, date importante pour le photoreportage, mais pas seulement pour nous, pour tout l'ensemble de la profession. Nous avons commencé dans une petite pièce près de l'Étoile. Nous étions 3 photographes. D'abord, nous avons institué tout de suite cette histoire de signature du nom du photographe devant l'agence. Car avant, toutes les photos étaient signées Agence Dalmas. Nous allions être propriétaires de nos négatifs aussi. Nous allions coproduire les reportages. Cette petite société allait prendre de l'extension. D'autres photographes allaient nous rejoindre. Ce fut une période folle. Nous avions notre mot à dire. Nous partions sur des reportages qui nous intéressaient. Ici, la campagne de Nixon en 68. Les Palestiniens. C'était une période plus militante. Nous étions en 68. Il fallait tout faire. Il y avait des reportages intéressants, d'autres un peu moins. Les Jeux Olympiques, le pape. Puis un jour de 68, un jeune pigiste, Marc Auerbach, allait mourir au Biafra. Personne ne connaissait le Biafra à l'agence. Nous avions trouvé cette parution dans un journal de Lagos, et Marc Auerbach était passé pour la propagande nigérienne comme un mercenaire. Nous sommes partis, Gilles et moi, au Biafra, avec la rébellion. À ce moment-là, je n'avais pas oublié la télévision. Il était important, je crois, de doubler tous ces reportages que nous faisions en photo. Nous pensions que la télévision était le moyen le plus important, ou allait devenir le moyen le plus important. J'espérais que la télévision allait prendre la relève d'un certain photoreportage. Et à Gamma, nous espérions, justement, pouvoir faire les deux. Et nous sommes partis au Biafra en 1968. I pray. Keep it burning. I break of day. Give me all in my life. Keep it burning. Keep it burning. Give me all in my life. I pray. I pray. Give me all in my life. Keep it burning. Keep it burning. Keep it burning till the break of day. I break of day. Give me all in my life. Keep it burning. Keep it burning. Give me all in my life. I pray. Mets de l'huile dans ma lampe et je serai heureux. Il chante aussi les chansons de l'armée anglaise. Goodbye. Turn it around. Gilles allait faire cette photo terrifiante de moi au Biafra. Très longtemps, j'ai eu du mal à la regarder. C'est moi qui suis en train de filmer ici un petit Biafrais.
Je trouve qu'elle résume bien la situation de cette époque. Il n'y avait pas que les grands reportages, il y avait du pari. Il fallait que l'agence survive. Ici Giscard d'Estaing. Il y avait toujours les mêmes acteurs. Et les mêmes metteurs en scène. En 1970, en janvier 70, allait être une seconde grande rencontre pour moi. Avec Michel Honorin, Gilles Caron et Robert Pledge, nous étions partis à travers la Libye pour essayer de rejoindre les révolutionnaires du nord du Tchad, et j'écrivais cette carte postale à mes parents. En route pour le Tibesti, partons pour le désert, quelques difficultés techniques, tout va bien, embrasse tous, Raymond. J'allais pour la première fois pénétrer au Tibesti. Regardez bien, c'est maintenant que l'embuscade va commencer. Dès les premiers coups de feu, un combattant est tué à l'intérieur de l'école. Personne ne s'approche des ouvertures, les combattants pris au piège ne ripostent plus. Gilles Caron est le premier à hurler. Journaliste, on est des journalistes français. Les coups de feu cessent, Gilles ramasse un chèche blanc et sort les mains en l'air. 5 minutes plus tard, nous sommes prisonniers de l'armée régulière tchadienne. Les révolutionnaires Toubou, eux, sont restés dans l'école, et les tirs ont repris. Nous avons plutôt mauvaise conscience. Vers la fin de l'après-midi, cessez le feu à nouveau. Les Goumiers veulent transmettre un message aux assiégés et sauver notre guide interprète, Ouardougou, qui est le cousin du Derdey. Le message est rédigé en français. Salut à toi, Ouardougou. Les Goumiers te saluent bien, et la suite invitait Ouardougou à se rendre. Nous retournons dans l'école, et je prends à la sauvette quelques images des combattants. Honorin essaye de leur expliquer que les Goumiers vont donner l'assaut, et qu'ils vont tous mourir s'ils restent là. Non. Tu décides à partir. Tu viens avec nous? Oui. Hein? Le reste? Il reste dans la maison? Oui. Nous allions rester un mois prisonniers de l'armée tchadienne. Ici, dans ce fort à Bardaï, dans une cellule. Et c'est une chance que nous avons pu sauver ce film. Quelques jours plus tard, un mois à peine, Gilles allait partir au Cambodge. Il n'allait plus jamais y revenir.
il avait eu le temps d'aller faire un reportage à Hambourg, une visite, un débat télévisé le 18 mars, Chaban-Delmas, une réunion du Parti radical, Ivan Rebrov et le Cambodge. Pendant longtemps, nous pensions qu'il était un prisonnier vivant, ce que je pense a été certainement la réalité. Il était détenu par des Khmers rouges, et maintenant nous savons qui sont les Khmers rouges et qui étaient les Khmers rouges. Comment est-il mort? Nous ne le saurons jamais. Bombardement de B-52, tribunal populaire et fusillé, ou simplement maladie. La carrière de Gilles fut extrêmement courte, de la fondation de Gamma jusqu'au Cambodge. À la suite de cette disparition, il laissait 2 enfants, je fus assez perturbé. Je ne sais pas pourquoi, je demandais à Yvette, ou du moins je faisais des essais sur Yvette, d'une certaine photo, de style qu'on appelle dans les agences, de style de photo de charme. Maria Schneider, je partis en Californie. J'ai appris à travailler en couleur. Je ne voulais plus faire d'actualité. Tournage de films. Mais tous ces négatifs furent brûlés un jour dans un incendie des éditions Philippe Aki sur les Champs-Élysées. En 71, je partis avec Robert Pledge au Chili pour faire un reportage sur l'unité populaire. Un des premiers reportages où je pris mon temps. Ce reportage fut publié ensuite dans un petit livre avec les photos de Burnett et de Chas-Gerritsen et obtint le prix Robert Capa. Il fallut attendre la mort d'Allende pour que les photos paraissent dans la plupart des journaux. En 1974, un reportage me permit d'approcher du candidat Valéry Giscard d'Estaing. Je fus surpris, en voyageant avec lui, du dialogue que nous pouvions échanger, et je lui suggéra de faire un film sur sa campagne, comme j'avais vu celle en 1960 de Kennedy, faite par Leacock. Il avait cassé. Il regardait un moment. Ça, c'est l'autoroute de Narbonne. La bretelle de l'autoroute à Nèvres, oui, de Narbonne, oui. Et la liaison, alors, avec Barcelone et Narbonne, c'est 77. C'est 77, oui. Oui, je tiens. Ça sera quand même un grand... Ah, ça, nous l'attendons avec vital, impatience, parce que nous étions au fond de la France. Complètement. Surtout avec nos productions de fruits et légumes, c'est très important pour nous. Sur les fruits et légumes et la viticulture, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Montpellier. Oui. Est-ce que la presse en a rendu compte? Oui. Convenablement? Oui, convenablement, oui. Et l'indépendant, à quelle ligne dans tout ça? Indépendante. Tout à fait net. Indépendant. Tout à fait net. Il publie bien les communiqués. Il publie bien les communiqués, c'est très correct. Toujours le centre de la page. Ah bon. Alors, comme réunion, aucun des candidats nationaux n'est venu. Aucun candidat. Ce soir, cet après-midi. Non, ce soir, il y a Sanguinetti d'un côté et Duclos de l'autre. Duclos dans un vélo. Ah oui. Et Sanguinetti? Et Sanguinetti, Salarago, alors. Salarago. Vraiment Salarago.
La salle à ragots aurait été suffisante? Non, non. Alors? Il y avait beaucoup de monde seulement. Il fallait que les gens commencent à partir. Parce qu'ils ont attendu depuis... Mais il fallait leur faire une annonce, non? Il y a 1h30. Alors nous avons mis un orchestre catalan. Parce que là, j'avais prévenu dès samedi que je serais là vers 2h, 2h15. Parce que je recevais les agriculteurs ce matin. Oui, il aurait fallu annoncer hier qu'il y avait 1 heure de retard. Et oui, on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Vous n'avez pas 1 heure de retard, je l'avais dit à personne depuis le début. Oui, Basso nous a dit que c'était à 13h quand même, mais il nous a un peu... Ah bon, je l'avais un peu trompé, là. Ah bon. Enfin, c'est pas grave, hein. Ce film fut une expérience très intéressante pour moi. Ce fut la première fois que je pus faire du cinéma direct comme je l'entendais. Ce film reste inédit jusqu'à présent. Il reste toujours bloqué par M. Valéry Giscard d'Estaing. En 1975, partant d'un tout petit communiqué publié dans le journal Le Monde, disant que 3 otages avaient été faits dans le nord du Tchad, je partis d'abord en moto à travers l'Algérie et le Niger. Malheureusement, mon autonomie ne fut pas suffisante. Quelques jours plus tard, je partis en... C'est à bord d'un simple avion de tourisme que Pierre Claustre, encore une fois, a décidé de rejoindre clandestinement le massif montagneux du Tibesti, dans l'Est saharien, où depuis le 21 avril 1974, sa femme Françoise est l'otage des révolutionnaires Toubou. Il nous fallait sans cesse échapper au contrôle aérien civil et militaire, avec le handicap des 800 kilos de surcharge pour l'essence nécessaire au retour. Après 13 heures de vol, alors qu'il ne nous restait plus que 20 minutes d'autonomie, nous avons eu beaucoup de mal à repérer la piste. Nous allions à nouveau rencontrer les Toubous, nomades révolutionnaires, combattants du Frolina, en lutte contre le pouvoir de Djamena, l'ex-Forlami, depuis 1968. Toujours hospitaliers, ils nous accueillent gentiment. Je reconnais aussitôt Suleiman qui m'adresse un petit bonjour. Pendant que nous déchargeons nos bagages, d'autres combattants arrivent de partout et entourent l'avion. Nous nous inquiétons immédiatement de Françoise. Mais visiblement, aucun d'eux n'avait reçu d'instruction pour nous répondre. Le matin du 4e jour, on est venu me dire de me tenir prêt avec mes caméras. 5 minutes plus tard, sans qu'on m'ait donné d'explication, je marchais en direction du village où j'allais rencontrer Françoise Claustre. Françoise, comment se passe une journée ? Que voulez-vous que je vous dise? Une journée. J'essaie de penser à l'acte présent. J'essaie de penser à rien. J'attends. J'étouffe. J'étouffe tout ce que je pense. Contre tous ceux qui s'occupent pas de moi. Voilà. J'essaie de me dire que j'ai la vie, que je la garde, que c'est déjà beaucoup. C'est tout. De tous ceux qui m'abandonnent, j'essaie de cacher mon amertume et ma rancune. De l'oublier. Souvent je pense à mon mari, à ma famille. Et ça me fait tellement de mal que j'essaie de pas y penser. Sinon, je m'occupe, comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio. Et je prends un peu de réconfort auprès de la population qui reste bonne avec moi.
Voilà. Ce reportage durera sur 2 ans. Mais je m'y suis pas encore attaqué à la une. Vous avez entendu ce matin? Oui, oui. Ça allait bien, j'ai trouvé. C'était bien. Sauf le cire Oh, le salaud, oui. Hein, qui a été de casser le truc. Ah, c'était méchant, les Scarpins et Ouais, Tesson, ouais, hein. Il faudrait que quelqu'un lui téléphone en lui disant que c'est vraiment... Parce qu'on n'a pas le droit de... Mais ceci, on le lui a dit 100 fois. Ah oui? Je suis très très content de la mise en page d'aujourd'hui. On a fait un bond en avant. Enfin, c'était... Je l'avais dans la tête. J'ai encore des progrès à faire. J'ai encore 2 choses maintenant. Je voudrais généraliser ça. Faire titre, sous-titre, et ça. Généraliser ça. Je trouve maintenant la présentation des pages 10, je suis très content. Ah non, non, c'est comme ça, c'est parfait. Ah non, non, c'est très beau, je trouve. Non, parce que ça, c'est notre éditorialiste, ça, c'est notre point de vue. Ah non, moi, je trouve ça magnifique, Boris. Je n'aime pas cela. Ah, moi, j'aime bien. Ça se remarque, enfin, on verra. Mais en tout cas, écoutez, je vous jure qu'il y a une chose formidable, c'est qu'on a réussi à faire une mise en page. Quand on entre dans ces pages-là, on sait qu'on y est. Et ça, c'est très important. Et on a réussi à rendre là l'impression d'approfondissement de la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis très content. Mais surtout, c'est ça, regardez comme c'est magnifique. C'est bon. À mon retour, j'ai appris la mort de mon père, qui était mort pendant mon long séjour au Tchad. J'aimais beaucoup mon père. Je m'aperçus que je le connaissais peu, que j'avais fait le tour du monde, et peut-être que j'aurais mieux fait de faire plus de choses autour de mon enfance, autour de cette ferme dont je suis profondément attaché. Mon père avait beaucoup d'élégance. Et je m'aperçus tard que c'était quelqu'un de formidable, tout aussi intéressant qu'un Gokuni Wadai ou qu'un Franco Basalia. En 1975, Michel Laurent nous quitta aussi, au Vietnam. Je connus alors une autre période différente. Je repartis en voyage et j'essayais de faire peut-être un petit peu quelque chose de différent. Ce fut l'apparition de notes, une petite brochure, où ce n'étaient plus les éternelles légendes, à travers ma fuite, j'ai effectué un scoop, comme on dit, sur les maquis d'Afghanistan. Non, non. N'en coupez pas. Voilà, ce film est terminé. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro.
Mais je n'ai pas répété et nous n'avons pas recommencé. C'était du vrai direct. Durant le tournage de ce film, ma mère est morte, puis ce film l'est dédié à mes parents. Je reste photographe, c'est ma famille, peut-être pour mieux préserver mon cinéma. Je vais partir en voyage. Le voyage, ça fait partie de moi. En Afrique, au Tchad, au Sahara ou ailleurs.